le projet au fur et à mesure que vous avez rencontré des producteurs qui étaient confrontés à des choix, à des orientations techniques à formuler, que la triploïde a pris de plus en plus de place. Et c'est devenu, oui, justement, le... Au Alors, début, un tout petit truc, un micro, pour qu'il fonctionne, il faut parler. Ah oui, c'est mieux, j'ai pas l'habitude. Oui, au début, non, on voulait faire... on partait, donc c'était juste après 2008, les crises de mortalité, où énormément de questions se posaient autour des écloseries, des huîtres triploïdes. Voilà. Et on s'est dit, il y avait notamment beaucoup de choses qui circulaient, moi, que j'entendais dans la profession, voilà, par mon père, ma famille, et qui m'interloquait. Et après, on en a parlé avec des amis comme Grégoire, et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose et essayer de mettre tout ce qu'on entend un petit peu, tout ce qu'on entend, voilà, tout ce qui voilà, peut poser vraiment des questions et qui est vraiment heurtant pour des gens qui ne connaissent pas, parce que je m'en suis rendu compte en parlant de tout ça avec des gens qui ne connaissent pas, et de dire mais il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a quelque chose voilà, il faut essayer de mettre ça un petit peu en lumière pour apporter des éléments à des gens que je pense que ça peut intéresser et à qui ça peut, voilà, ça peut... Alors pour autant, la page n'est pas blanche. Par exemple, il y a une partie de littérature journalistique qui s'exprimait. Si je prends un article du Monde qui résumait que, s'agissant des triploïdes, il s'agit d'amener des animaux à taille marchande plus rapidement, et puisqu'elles ne sont pas laiteuses en été, elles peuvent être vendues en toute saison, notamment quand de nombreux touristes se rendent sur la côte. Voilà. De la même manière, on a entendu parler d'omerta. Je réagis pour dire qu'effectivement, on ne navigue pas dans un flou totalement artistique, puisque ça a été dit, scandé un certain nombre de fois. On a parlé d'omerta, et pour autant, il y a des personnes de sensibilité très différentes, en opposition même assez frontale, qui ont des discours assez construits. On a vu un écloseur, on a vu un ostréiculteur, on a entendu l'Ifremer, donc c'est pas tout à fait vrai. Retraité d'Ifremer, c'est pas par exemple, David Hervé, donc l'ostréiculteur qu'on a bien senti comme étant investi dans son travail, qui a été amené à opérer un choix. La moindre des choses qu'on puisse constater, c'est qu'il a un discours extrêmement construit, et notamment, il amène une question, à mon avis, qui est assez fondamentale. Si on se place du point de vue du consommateur et qu'on prend un petit peu large par rapport au public qui est là, qui pour certains sont extrêmement concernés et donc avertis, un peu comme vous, il a dit que la triplo était plébiscitée. Et effectivement, puisqu'on a convoqué la notion de terrasse parisienne, lorsqu'on s'installe en terrasse parisienne, il y a des vrais succès commerciaux avec des marques qui sont réellement installées, qui créent une vraie appétence autour de leur nom. C'est des marques à succès. Ça, c'est quand même quelque chose qui va dans le sens lorsqu'il dit qu'elle est plébiscitée. Je crois qu'on ne peut pas lui enlever cette dimension-là. Oui. Elle répond en tout cas aux attentes d'un certain nombre de consommateurs, en ayant une facilité à être beaucoup plus charnu, avoir ce goût doux, le petit goût de noisette. Voilà, c'est vrai que c'est des caractéristiques que la triploïde arrive très bien. C'est une huile de printemps, mais qui dure toute l'année, quoi. Voilà. L'huile naturelle, a tendance à être bien charnue un moment, juste avant de devenir laiteuse, donc elle va être bien charnue, bien dodue, croquante. Donc elle opère par séduction. Elle opère par séduction, c'est apparemment bigrement efficace. Donc elle trouve son public à ce titre-là. Somme toute, lorsqu'on observe un petit peu les remarques et les attentes de la société est en quête de naturalité. Donc là, peut-être on peut trouver un point de scission par rapport à l'assertion de succès commercial, etc. Ouais, moi, si j'ai eu envie de dire tout ça, de faire ce film, c'était en partant effectivement de ça, d'une envie de savoir ce que je mange et d'y mettre du sens. Et effectivement, la triploïde joue complètement là-dessus. Et elle joue avec ce manque de connaissance des gens par rapport aux huîtres. Alors, je ne sais pas si vous tous, vous aimez ça, j'en sais rien. Mais moi, j'adore les huîtres. Je
peux en manger je sais pas combien de douzaines. Il n'y a pas de souci. En fait, je savais pas du tout ce que c'était en fait. Et donc, quand j'ai rencontré Adrien, alors je reviens sur la question que tu nous as posée au début, mais c'est vrai que moi, je suis tombé de haut, quoi, parce que pour moi, une huître, ça grandissait sur un caillou, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était un truc super, super simple. J'avais l'image d'Épinal, quoi, de l'ostréiculteur qui ramasse l'huître et qui l'amène. Production vertueuse. Ouais, il n'y a pas de transformation pratiquement, il l'accompagne, quoi. Alors déjà, bon, comprendre juste l'huître, déjà qu'est-ce que c'est, sans parler de triploïde, c'était déjà pas évident. Et donc j'ai rencontré mon Adrien, sa famille, pas mal de façons de produire. Et effectivement, beaucoup d'ostréiculteurs traditionnels, mais pas que. Et j'ai eu besoin de me faire mon point de vue. Alors évidemment, ce film, c'est aussi un parti pris, c'est notre parti pris parce qu'on a nos convictions. Après, on a essayé de donner la parole à un maximum de gens. Mais là, je vais partir sur beaucoup de choses. Je te laisse cibler. Non, mais restons dessus. Vous endossez votre costume et vous avez aussi des aspirations qui sont celles de la société civile. Et si on ne veut pas faire de grandes phrases, on peut parler simplement de consommateurs. On prête des vertus à l'huître qui sont des vertus organoleptiques. Le goût, c'est le plaisir qu'on en retire en tant que consommateur. En sondant des personnes éminemment plus avisées que moi, en gros des producteurs, on m'a quand même fait remarquer qu'on avait des notions de cru, et que, un peu à l'image du vin, le merroir, pour faire le parallèle avec le terroir, exactement, on m'a quand même fait remarquer qu'une courbe de vie, de croissance beaucoup plus rapide pour s'en tenir à 2 ans, ce caractère d'éponge qu'a la vigne et d'éponge que devrait avoir l'huître, évidemment, il n'était pas entièrement abouti. Donc ça veut dire que peut-être en termes organoleptiques, on aurait des produits avec une complexité moindre, même si on a bien entendu que la séduction opérait par une forme de rondeur, de chair pleine, etc. Et la deuxième remarque, et là je parle moi en tant que spectateur, comme je viens de le dire là, ce sont des allégations de qualité alimentaire. Si j'ai bien compris, l'huître, c'est un vecteur d'oligo-éléments, de zinc, de fer, etc. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas enlever à la triploïde. Donc au final, certes, elle est peut-être moins complexe, elle séduit les palais. En termes d'allégations alimentaires, ça n'est pas un moins 10 ans par rapport à la diploïde. Donc sur quel terrain, au final, est-ce que va se jouer la différence ? En fait, bon, la première chose, la première différence, elle va être éthique. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de manger. Voilà. Il y a des gens qui mangent des triploïdes en sachant plus ou moins ce que c'est. Ils sont libres. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que cette liberté aujourd'hui, elle n'est pas donnée aux consommateurs. Moi, je veux savoir quand je mange une huître, si c'est une triploïde ou pas. J'ai pas ce droit-là. Voilà. Bon. Ça, c'est la première chose. Effectivement, après, il y a... après, c'est... Bon, donc, on l'a dit dans le film, c'est pas un OGM, donc c'est pas un organisme génétiquement modifié, c'est un OVM, voilà, bon. C'est une question de sémantique, mais pas que, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché au génome de l'huître. Voilà. Après, elle a un nombre de chromosomes qui est modifié, elle a subi des transformations, voilà, qui sont quand même importantes, je pense, à connaître. Voilà. Alors après, il y a la question de la santé. Les gens en fait se posent tout de suite la question de leur santé. C'est normal. Il n'y a rien qui existe pour dire que la triploïde est mauvaise pour la santé. Il n'y a rien non plus qui prouve l'inverse. Voilà. Donc ça, on n'en sait rien. Il n'y a eu aucune recherche là-dessus, on n'en sait rien. Donc encore une fois, c'est vous, avec votre libre arbitre, qui décidez de ça. Voilà. Pour autant, pardon, il y a quand même un fil rouge dans ce qu'on vient de voir ici. On a donc cette absence de l'Ifremer qui est scandée. Enfin, si vous avez un contact téléphonique qui est assez rigolo, au final, en ce qu'il est brutal, au final, la fin de non-recevoir qui vous êtes opposé, cette position assez singulière de l'Ifremer qui est juge et partie, ça je crois qu'on peut le retenir, et puis par ricochet, ce que l'on voit s'installer, c'est le défaut d'information du consommateur.
Ça, c'est quelque chose qui transpire en permanence, avec cette sensation que l'Ifremer, au final, ressemble un petit peu à la Grande Muette, c'est-à-dire cette impossibilité de communication. Or, il y a quand même un jalon assez important qui rythme le documentaire, c'est la nécessité d'étiqueter, la nécessité d'amener peut-être sur le terrain sous la forme d'une association ostréiculteurs traditionnelle, et ça a été débattu jusqu'au Sénat. Donc, est-ce que ça n'est pas là le vrai terrain de la discussion? L'information du public, le fait de pouvoir formuler des choix personnels avec une information pleine et entière. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir. Alors, au premier rang desquels, au premier rang dans tous les sens du terme, le sénateur Joël Labbé, donc un des participants. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un mot par rapport à votre position sur l'étiquetage diploïde, triploïde, etc. Ça fait mal à la tête, tout ça. Merci. D'abord, je suis sénateur breton. Donc, la Bretagne est une terre où poussent les huîtres, historiquement. L'une des terres, parce que ce n'est pas la seule. Je suis aussi écologiste, parce que personne n'est parfait. Et ce qui fait que j'ai été, enfin, avant j'étais maire, mais j'ai été élu sénateur en 2011. Et puis, écologiste m'intéressant à l'environnement, à la qualité de l'alimentation et tout. Et puis que j'ai des fréquentations particulières, on va dire, avec des gens qui sont souvent atypiques par rapport à l'ère du temps. Quelque part, des résistants. Donc, que l'on voit dans le film, ça a été Yvonique Gégat, Olivier Mahé, qui doit être par là. Voilà. Et puis aussi des tels, Jean-Noël Yvon, enfin tout ça. Et du coup, je me suis... Alors, ils m'ont interpellé en disant, voilà où on en est. Moi, j'avais vaguement entendu parler, mais je n'étais pas bien au courant. Et du coup, on a travaillé le sujet avec Yvonique, avec Louis Tessier aussi, le papa, dont j'ai fait la connaissance. Et dès le premier texte, la loi consommation, dans lequel j'ai pu introduire par voie d'amendement la question des huîtres. Alors c'était entre minuit un quart et 1h le matin. J'ai réussi à faire tenir le débat jusqu'à 11h pendant 3 quarts d'heure sur un amendement, et plein de mes collègues ne connaissaient pas du tout l'existence des triploïdes. Et c'est là où on voit, les choses ont tourné, il y avait encore de l'UMP dans oui, bah oui. Et le collègue, alors on n'est pas du même bord, moi il dit, mais moi je tiens à savoir ce qu'il y a dans mon assiette, et ça c'est ça, quel que soit le bord. C'est ça. Voilà. À plusieurs reprises, on a essayé de faire en sorte que l'étiquetage, on y vienne, vous parliez tout à l'heure de la contradiction de mettre tout le monde autour de la table. On a organisé un colloque en lien avec l'ostréiculteur traditionnel, où sur toute une journée, on a invité tout le monde, y compris les écloseurs. Marissal était là, les scientifiques, les ostréiculteurs traditionnels, la profession ostréicole, le CNC, Comité national conquilicole, était là, tout autour de la table. Et on a eu une journée vraiment riche au Sénat. Et en conclusion, c'était l'étiquetage semble complètement nécessaire, et on devra y aller. En plus, sur des questions sanitaires, pour le suivi des lots, eh bien, il doit y avoir une traçabilité. Et là, il y a eu un mur complet. Benoît Hamon, il tiendrait plus s'engagea maintenant. Mais il était dans le gouvernement. Alors le gouvernement qui travaille avec alors, ce qu'on appelle la profession, dans le domaine agricole, je vois la FNSEA, les firmes, comment ça marche. Là, la profession avec les écloseurs. Bon, derrière Marissal, il y a des investisseurs. Il y a un enjeu économique de court terme extrêmement fort. Le discours de Marissal, c'est avec la qualité de l'huître française, on va conquérir la planète. Et quand il dit ça, il est convaincu de ce qu'il dit. Et les gens du ministère de l'Agriculture, eh bien, c'est le cas de le dire, c'est une perle économique. Eh bien, il faut la développer, parce que c'est une richesse française. Et c'est là où on a vu, donc je vais faire court maintenant, mais on a vu donc l'impact sur le milieu
Et l'impact, et c'est très bien expliqué dans le film, à savoir, on multiplie des êtres fragiles qui ont été coucounés en écloserie, on les met dans le milieu, et bien, le côté, les virus et les bactéries d'ailleurs qui sont naturellement dans le milieu, elles trouvent là un milieu, enfin, une concentration où ils peuvent se développer. Évidemment, les virus, quand ça se développe, ça va partout et ça attaque aussi les naturels ou traditionnels qui sont à côté. Ce que vous semblez quand même relever, c'est qu'il y a une dimension économique forte, ça a été scandé, hein, et si on fait des rimes en hic, en face, il y a la dimension éthique qui semble peser bien peu en regard des millions, je ne sais plus comment ça a été exprimé, mais il y avait beaucoup de zéros, en tout cas dans la bouche des promoteurs de la triploïde. Au final, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'enjeu? On a dit que les producteurs de diploïdes étaient, à la limite, on a dit, ne restez pas dans le passage, il y a des gens qui bossent. Vous êtes vraiment quelque chose, quantité négligeable en regard de ça. Et donc, ce poids, et ça a été l'argument de Benoît Hamon, dire, mais vous avez la liberté de revendiquer votre travail en étiquetant ostréiculteurs traditionnels. Donc, est-ce que c'est simplement une question de poids économique? Est-ce qu'on a gommé la dimension éthique parce que justement le monstre économique était trop fort en face? Ouais, on est dans une logique productiviste. Il y a des parallèles extraordinaires avec les productions agricoles. Les écloseurs qui sont les semenciers, qui font des produits hybrides, et donc les éleveurs ou les agriculteurs sont tenus chaque année d'aller chercher leurs semences. Donc ça rend complètement dépendant, ça uniformise, ça a été suffisamment dit. Je trouve que c'est pas la première fois que je le vois, le film, mais je trouve en plus, je voudrais saluer votre boulot parce que c'est une belle œuvre, ce film, qui est joli à regarder, on ne s'ennuie pas. Avec de belles images et puis une vraie pédagogie avec parti pris, mais parce que vous avez des convictions, et ça c'est drôlement bien que ça se fasse et qu'il y ait des films comme ça qui se font. Donc le parallèle avec le productivisme au nom duquel, et là le court terme, la question des balances commerciales et la question, alors on dit oui mais ça fait vivre, et on ne se rend pas compte, et dans ce domaine comme dans d'autres, qu'on est dans de l'hyperproduction. Et un engrenage, et qui fait qu'on mécanise tout. Donc moins de main-d'œuvre aussi, plus de rentabilité à court terme, et leurs mots qui donnent des boutons de compétitivité à tout crin dans tous les domaines. On est en plein dedans. Alors là, Et ce que je compare le rôle des ostréiculteurs traditionnels à ceux des paysans bio, qui sont des résistants. Et qui, heureusement, qui sont là parce que au final, on se rend compte que c'est eux qui ont raison. On a la sensation qu'il y a une bombe à retardement par instant, une espèce de course en avant. Sur la nécessité de légiférer, je fais un parallèle avec ce qui agite le monde du vin. Le vin, c'est pas tout à fait anodin, c'est la deuxième force d'excédent commercial après l'aéronautique. Donc c'est un poids tout à fait formidable. On a connu le bio, il y a des vins naturels qui s'installent dans le décor. Et j'ai l'impression que les ostréiculteurs traditionnels ont un petit peu le même rôle et qu'ils ont un petit peu valeur de laboratoire, entre guillemets. Vous avez parlé sur ces questions-là, on peut demander à Olivier, est-ce qu'il a fait le trajet jusqu'ici J'ai pas entendu la question. En fait, Bon, Olivier, on voulait lui poser une question, on va lui poser maintenant avec un micro peut-être, si vous voulez le lui donner. Il y avait la question du fait de légiférer et on faisait un parallèle avec le vin naturel, puisque la question se pose aussi avec le vin naturel. Deux questions en une. La première, c'est que le fait qu'on craigne de parler, c'est, comme l'a dit l'ostréiculteur adepte de la triploïde, de toute façon, le discours ne sera pas compris. Donc c'est la crainte de tenir un discours anxiogène, au final. Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous avez la capacité de résister par rapport à quelque chose qui a été présenté comme étant de toute façon un phénomène inéluctable? On résiste en fait depuis la mortalité, on résiste bien parce qu'en fait si on prend les chiffres globalement sur la France, on est encore un ostréiculteur sur 2 à travailler que des huiles naturelles. Et c'est vrai que on est bien dans l'éthique, hein, parce que on n'est pas du tout, on parle pas de produits ni de chiffre d'affaires, on est dans un métier qu'on aime, mais il y a encore un ostréiculteur sur 2, donc il y a encore de l'avenir.
ces scripteurs-là ne changeront pas leur méthode. Hein. Ouais. Non, on est des durs, hein, les traditionnels. On n'est pas assez nombreux dans l'association. On n'est pas assez nombreux, ça a été dit dans le film. C'est dommage parce qu'on est une centaine d'ostriculteurs à même notre nom, alors qu'en fait on est la moitié des ostriculteurs français quand même. Oui, Mais pas en c'est un engagement fort aussi. on est en mer. Voilà. C'est un Mais engagement, malgré tout, et c'est ils sont exposé toujours traditionnels. Et puis les malheurs de la triploïde, de mortalité d'adultes depuis quelques années. On voit les huîtres d'Irlande qui arrivent par camion entier dans des bassins réfrigérés en Charente-Maritime pour éviter que Asteriadus se développe. C'est misérable. C'est misérable. Et est-ce que vous pensez que le fait d'apposer un logo ostréiculteur traditionnel vous permet de mieux valoriser, j'entends là en termes pécuniers, de mieux valoriser votre travail qui est lié à une prise de risque supplémentaire? Oui, ceux qui vendent directement sur les marchés valorisent leurs produits mieux depuis qu'ils sont ostréiculteurs traditionnels. Là où ça peine, c'est sur la production pure. Ceux qui produisent des huîtres pour les revendre à d'autres. Et donc là, bien évidemment, on nous paye des huîtres le même prix que les triploïdes, sachant qu'on les produit en amont de plus. Donc c'est là que qui va tenir. Est-ce qu'on va réussir à tenir dans le temps? Vous vouliez intervenir? Juste, déjà, remercier les jeunes. Là, ça, c'est des super films. Et peut-être pour parfaire la connaissance des gens, quand même rappeler au départ que les huîtres et les moules, telles qu'elles sont aujourd'hui dans leur biologie actuelle, ont cohabité avec les dinosaures. Ça a l'air de rien, même au fin fond du Jura et des Hautes-Alpes, ils ont aussi des coquilles d'huîtres. Bon, ça veut dire quelque chose, hein, parce que depuis 2008, donc les moules, elles crèvent. En 2014, on a perdu 20% de la production de moules en Charente-Maritime, à l'endroit même où Marissal a ses filières d'huîtres sur lesquelles il a fait des essais de moules issus des closeries, alors que l'intégralité de la profession vitivinicole, et Dieu sait si on est une population de Gaulois pas facile à réunir, l'ensemble des quartiers maritimes a voté en 2013 une motion au Comité national conchilicole interdisant l'immersion de moules issus des closeries. Là, il n'est pas question de différencier diplôme ou triplo. Or, ce monsieur s'est permis de faire des essais en pleine zone de production de moules, et en 2014, on a 20% de la production de moules qui crève en 15 jours. Même famille de virus, même famille de bactéries, mais différente de celui des huîtres. C'est-à-dire, bon, voilà. De dire que tout à l'heure, vous avez parlé des qualificatifs de l'huître en IC, organoleptique. Il y avait aussi une particularité de l'huître, c'était comment dirais-je, ces facultés un petit peu de façon à pouvoir un peu redresser le sexe de l'homme et tout, un peu aphrodisiaque. Avec la triplo, c'est mal barré. Il n'y a pas eu d'études là-dessus. Hein. Ifremer, il y a une petite erreur dans le film. Ifremer n'est plus un institut de recherche public, et c'est bien là qu'est le souci, c'est qu'ils sont sur le secteur marchand, et qu'Ifremer, je vous rassure tout de suite, eux, c'est une aubaine, parce qu'ils ont trouvé la solution, c'est multifactoriel. Oui, Donc multifactoriel, ça veut dire que voilà, la machine à sous, elle va déglinguer pendant encore quelques années. Mais tout le reste des analyses est très très bon. Juste ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport au fait que là, vous avez focalisé sur la triploïde. Mais bon, donc moi, j'ai la porte d'entrée Confédération Paysanne, mais on l'a dit, c'est diplo et triplo, c'est la production des closeries qui pose un souci, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un problème de consanguinité, de fardeau génétique. On a bien vu qu'avec un seul reproducteur, on produit des millions de larves. On a vu aussi que les tétraploïdes ne devaient pas se retrouver dans le milieu. Je vous dis pas qu'une écloserie, elle doit être forcément en bord de mer, et que notamment l'écloserie de Marissal, au dernier épisode de Xintia, est passée sous l'eau. Donc, quelle est la sécurité de ce genre de truc, hein? Aujourd'hui, les huîtres tétraploïdes sont pucées électroniquement et consignées 2000 € pièce aux écloseurs par Ifremer. Aujourd'hui, le brevet d'Ifremer est libéré, il est dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe quel petit écloseur qui s'invente écloseur va pouvoir bidouiller quelque chose dans son petit coin. Voilà. Si Donc, vous réfléchissez à un nouveau métier, il ne faut pas hésiter. Non, mais ceci dit, l'avenir est au naturel et c'est évident. Alors, je crois qu'il y avait une demande d'intervention juste à côté de vous. Et on va faire circuler, hein, l'idée c'est de... Oui, merci. Moi, je me présente, je ne suis pas des métiers de la mer, je suis paysan, aussi de la Confédération paysanne, comme mon collègue qui fait des moules. Vous dites que ce n'est pas des OGM. Nous sommes à la Cour de justice de l'Union européenne pour cette question-là. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore le jugement, mais nous avons déjà les conclusions de l'avocat général. Ce sont des OGM. La fabrication de triploïdes
ou de diploïdes ou de tétraploïdes, c'est de la mutagénèse. L'avocat général de la Cour de justice européenne vient de lire, il s'est contenté de lire la réglementation européenne, qui dit que les produits issus de mutagénèse sont des OGM. Mais il se trouve que, et je vous expliquerai peut-être pourquoi, pour le monde des plantes, que je connais bien, et le monde des animaux, vous connaissez beaucoup mieux que moi le monde de la mer, dès 1990, quand il y a eu la première réglementation sur les OGM, ils ont dit il y a deux techniques pour lesquelles on n'appliquera pas la réglementation aux produits, donc aux OGM qu'elle donne. Il y a des OGM qui ne sont pas réglementés. Ces deux techniques sont la mutagénèse et la fusion cellulaire. Et la mutagénèse, pourquoi ils l'ont retirée? Ils disent que c'est des techniques qu'on connaît depuis longtemps. En fait, en 1990, ça faisait 25 ans à peu près, 30 ans. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu de problème. Bien évidemment, il n'y a pas eu d'évaluation et il n'y a pas de traçabilité. Donc, après, on peut dire s'il y a un problème, c'est multifactoriel. La semaine dernière, j'étais donc à une audition parlementaire avec les gens de la FNSEA et on discutait d'un dossier aussi que Joël a porté, qui est celui des insecticides néonicotinoïdes, c'est-à-dire c'est ceux avec lesquels on enrobe les semences et qui tuent les abeilles. Et alors évidemment, les agriculteurs productivistes, ils disent on a des impasses techniques. En dehors de la production de semences sur laquelle ils ont des garanties à donner sur la qualité sanitaire, il y a deux cultures sur lesquelles ils ont des impasses techniques et qu'ils ne trouvent pas de solution. La betterave à sucre. La betterave à sucre, ce sont toutes des tétraploïdes, c'est-à-dire qu'on a, au lieu de mettre le produit chimique là, dans les closeries, on leur l'a mis sur la fleur. Et aujourd'hui, quelques années après, on a fait ça dès les années 50, donc on est à peu près 70 ans après, mais on se rend compte que la betterave à sucre ne peut pas pousser, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus réguler ses interactions avec les pathogènes, que ce soit les pathogènes du sol ou les pathogènes qu'on a dans l'air, sans le support de produits chimiques extrêmement dangereux, autant pour les abeilles que pour nous d'ailleurs. La deuxième espèce sur lesquelles ils ont des impasses techniques, et c'est les deux seules espèces qu'ils ont citées, c'est le colza. La totalité des colzas en France sont des OGM qui ne sont pas réglementés parce qu'ils sont issus de fusion cellulaire pour un croisement avec le radis. Vous avez déjà vu un radis croisé avec un chou ou un colza. Oui, on y arrive en sauvetage d'embryons et on a des embryons non viables. Sous prétexte qu'on y arriverait, ça serait naturel. Donc moi je pense que vous dites, bon, ce sont des OVM, c'est-à-dire ça c'est la réglementation internationale. Alors on peut décrypter peut-être OVM, parce qu'il y a un besoin fort c'est un organisme vivant modifié. Après l'idée c'est que c'est... Mais ce sont aussi des OGM, au sein de la réglementation. Après c'est une histoire de sémantique, c'est-à-dire que non, c'est pas... c'est une histoire juridique. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, par rapport aux consommateurs, en fait, que ce soit à strictement parler des OGM ou des OVM, alors on s'en fout pas du tout, mais c'est pas pour autant qu'elle pose pas question. Donc si vous voulez, nous ce qu'on voulait surtout c'était pas dire de conneries. Et effectivement on peut pas dire que c'est des OGM si vous voulez. C'est pas possible. Donc nous on n'a pas utilisé en tout cas, c'est pas reconnu par une majorité. Nous, quand on disait, on posait la question aux scientifiques qu'on a rencontrés, à aucun moment ils nous ont dit c'est un OGM. Après, on peut moi, je conçois ce que vous dites et je vois ce que vous voulez dire. En fait. Mais nous, donc, on a écouté ce qu'on nous a dit, Frémer, et aussi des scientifiques autres, parce qu'on n'a pas rencontré que Yves Frémer, Marie Moussin. Juste, si vous voulez, c'est assez simple. Nous, on nous a dit la même chose pendant des années et des années. Oui. Attendez le jugement de la Cour de justice. Oui, après, il va faire évoluer les choses, c'est ça. L'avocat général, il a dit clairement... Si c'est une reconnaissance, si à partir de ce moment-là, on pourra, le film est fait. Mais... Juste pour conclure, je ne veux pas monopoliser le micro en dehors. Le problème, il est sanitaire. Il n'y a pas de liberté de choix par rapport aux problèmes sanitaires. Parce que les ostréiculteurs qui font des huîtres naturelles, eux, ils perdent leur liberté de choix. Et les consommateurs qui veulent ces huîtres-là, ils perdent leur liberté de choix. Ce que nous propose l'industrie aujourd'hui, où effectivement ils se rendent compte qu'ils vont perdre à la Cour de justice de l'Union européenne et qu'ils vont être obligés de reconnaître que c'est des OGM. Mais vous pourrez étiqueter, mais nous, on ne va pas étiqueter. Oui, ça, c'est tous les nouveaux OGM, CRISPR, Cas9, etc.
Eux, ils ne vont pas étiqueter, Ça et va par plus contre, faire ce qu'on ils ont fait. lâché qu'ils nous donneront l'information qu'on pourra étiqueter. Ok. On voit le résultat, Bah ouais. le consommateur se régale. Donc je pense que là-dessus, il faut effectivement que vous arriviez à obliger les ostréiculteurs qui font des triploïdes à étiqueter triploïdes. Alors là, c'est vraiment... C'est un combat Voilà. de nombreux ostréiculteurs. C'est une façon de perdre les gens. Et de trouver une majorité pour le voter. Ouais. Là, le rôle du politique est essentiel. Alors, entre ce que les notions que vous avez invitées dans le discours, dans celui que vous venez d'évoquer là, il y a quand même un chaînon manquant. On a les producteurs, on a les consommateurs, il nous reste les prescripteurs, qui sont les restaurateurs. Alors, on a une personne qui est assise là, qui s'appelle Catherine Floyd, qui a commis, je crois, certainement la somme, je la présente volontairement sur l'épaisseur. La Bible de l'huître. La Bible de l'huître, voilà, je vous le pique. Le propre des journalistes, c'est de faire du pompage, donc je vous le vole. Voilà. Donc l'huître, Catherine, vous avez approché un certain nombre de restaurateurs. Quel est le sentiment que vous en avez retiré lorsque vous parlez avec ce tissu de prescripteurs, au final, qui sont ce chaînon? Merci. Donc, parallèlement au travail d'Adrien, j'ai fait la même chose. On a pratiquement les mêmes interlocuteurs, parce que mon but, c'était aussi de mettre à jour cette idée d'une huître triploïde que personne ne connaissait. Donc, j'ai rencontré les producteurs, des scientifiques, à peu près les mêmes, Ifremer, Marissal, etc. Et pour finir ce livre, j'ai pensé qu'il était intéressant aussi d'aborder tout ce qui était dégustation de qualité, en plus des plateaux de fruits de mer que toutes les familles consomment. Pourquoi Noël et pas au mois de novembre? Ça, c'est une question qu'il faut mettre en place aussi. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, les restaurateurs que j'ai rencontrés, des grands chefs pour la plupart, ne connaissent pas du tout le produit lui-même, aussi bien d'ailleurs pour les produits maraîchers, c'est la même chose. Ce qu'il leur faut, eux, c'est un produit, exactement ce mot-là, c'est quelque chose qu'ils mettent en œuvre dans leur cuisine, dont ils cherchent le goût, la régularité et la saisonnalité. Quelquefois, ils s'en fichent. Quoique pour les légumes et les fruits, ils commencent à être un peu attentifs. Mais en plus, ils cherchent sur une carte à mettre un nom, là, cette fameuse phrase, ce nom de name dropping là, qui compte. Vous ne les avez pas cités dans le livre, moi je les cite, et ils se sont eux-mêmes nommés. Il y a Gilles Ardot qui est incontournable, il y a David André qui est incontournable. On les trouve sur les cartes des chefs. Donc ça valorise, parce que ça veut dire que c'est la Rolls Giraldo. Giraldo se définit comme la Rolls de l'huître. Donc on est là devant un projet qui est un projet de luxe, alors que de l'autre côté, à mon avis, il y a des ostréiculteurs qui sont des ostréiculteurs traditionnels, comme Jean-Noël Yvon, comme ceux qu'on a vus dans le film, qui font un travail d'artisan absolument valorisant sur un produit naturel qui ne touche pas à la biodiversité, qui ne touche pas non plus à l'environnement, qui aujourd'hui est en passe de devenir étiqueté bio, parce que ça veut dire que l'eau est naturelle. Ça, c'est de très bonnes conditions d'eau qui donnent des bonnes huîtres. Ça, c'est à discuter, il faudra qu'on suive la question. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que ces huîtres-là, il faut aussi les valoriser comme un produit artisanal, et l'étiquetage est important. Comme vous parliez de vin naturel, il y a des huîtres naturelles